Bonjour à tous, bonjour à Thé. Aujourd'hui, une vidéo spéciale suite à l'invasion de l'Ukraine il y a un an. Tu vas nous parler dans un premier temps de l'importance de la prise de recul sur les informations qui circulent. Ensuite, tu vas nous livrer quelques retours d'expérience et tu vas nous parler de la dissuasion en 3 dimensions. Oui, effectivement. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Dans un premier temps, c'est vrai, ce traitement, cette prise de recul. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait en fait depuis maintenant un peu plus d'un an? Tout simplement parce qu'il est extrêmement facile de faire dire ce qu'on veut à des images. Et c'est un danger. On pensait que la propagande avait vraiment disparu et que c'était quelque chose qui était relégué au livre d'histoire. Je pense que maintenant, après un an, tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a pas disparu, que c'est présent, qu'on n'en a jamais eu autant, et qu'au contraire, les nouvelles technologies permettent de créer toutes ces fausses informations, de diffuser ces fausses informations, et là où on essaye d'avoir un impact, d'altérer le jugement ou l'analyse du grand public. Et pourquoi est-ce que moi ça me touche, je viens de dire directement? Eh bien parce qu'on est dans une démocratie et que pour pouvoir fonctionner, une démocratie a besoin d'avoir des citoyens qui votent de manière éclairée et qui votent surtout de manière informée. Donc c'est là où on essaye à notre humble niveau de vous impacter, mais de vous donner les armes nécessaires pour vous construire, comme on dit dans l'aviation, une conscience de la situation, une compréhension de la situation qui vous permet d'éviter la propagande ou la manipulation tout simplement. Et donc depuis le premier jour de ce conflit, ça passe par essayer de débunker des vidéos à qui certains observateurs ont fait dire absolument tout et n'importe quoi, vous dire quand c'est pas ça, vous dire ce qu'on peut faire dire aux images et surtout vous dire ce qu'on ne peut pas faire dire aux images. Images qui, par exemple, nous montraient des combats aériens dans le ciel d'Ukraine où c'était pas des combats aériens, qui reprenaient des images de simulateurs de vol ou des choses comme ça. Donc l'idée c'est ça, prise de recul, vous amener à comprendre plutôt qu'à vous focaliser sur qui traverse quelle route dans l'est du Donbass, mais plus réussir à comprendre l'idée globale, les forces en présence, et également toujours garder en ligne, en état final recherché pour nous, se dire qu'en est-il pour la défense française, qu'est-ce qu'on pourrait réinjecter dans la défense française, et c'est l'idée au-delà de l'Ukraine, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous partager quelques retours d'expérience ? Oui, j'ai beaucoup de points de retour d'expérience. Alors j'en ai noté plein, mais je pense qu'on va juste en garder quelques-uns. Il y en a dans le bouquin, il y en a dans les vidéos. Mais il y en a 2-3 quand même, je pense, importants. J'essaie d'aller sur ceux que j'ai le moins évoqués ou qui sont le moins présents dans la presse. Le premier, c'est la notion de joint fire. Le joint fire, c'est quelque chose auquel on s'entraîne dans les armées occidentales, qui est en fait, l'objectif, c'est de pouvoir croiser les feux, d'avoir à la fois des troupes au sol qui interviennent, d'avoir de l'artillerie qui les appuie et de l'avion de chasse qui les appuie au-dessus. L'avantage de l'avion de chasse étant qu'il y a une plus grosse charge militaire à mettre en œuvre, donc l'impact militaire n'est pas le même. Et pour que tout ça fonctionne, il faut énormément de coordination. Cette coordination, elle est rendue possible par quoi? L'entraînement. L'entraînement des troupes au sol, l'entraînement des JTAC, des FAC, donc des personnes qui appellent les frappes aériennes, et l'entraînement également des personnes qui font les frappes d'artillerie et les pilotes. Ça, c'est très important. À l'heure où en 2023, on sait que le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace dit que les pilotes de Rafale vont faire sûrement que 150 heures, ce qui est en dessous du standard OTAN, il est illusoire de croire que sur des avions omni-rôle, qui peuvent faire une multitude de missions différentes, avec 150 heures, vous allez pouvoir être bon en appui-feu, vous allez pouvoir être bon en combat aérien, vous allez pouvoir être bon en photo, pouvoir être bon en toutes les missions. Et c'est pour ça que ce joint fire, je pense que c'est ce qui a manqué aux Russes pour avoir l'efficience et l'efficacité opérationnelle nécessaires à prendre un pays ou à atteindre leur objectif de guerre qui s'était fixé dans les premiers jours. C'est réussir à coordonner par le mouvement, par la manœuvre, efficacement les troupes au sol, les artilleurs, les avions. Ils ont eu du mal à le faire. Ça s'est pas passé comme ils auraient souhaité. Et je pense que l'entraînement a beaucoup à voir là-dedans. On sait que leurs pilotes de chasse faisaient à peu près 100 heures de vol par an. Les pilotes de chasse, c'est juste un chiffre, mais c'est symptomatique. Si vos pilotes ne font pas nous, ce qu'on estime être une norme OTAN à 180 heures, ça veut dire que derrière, ça ne s'entraîne pas au niveau où ça pourrait ou où ça devrait, dans un monde où le champ de bataille est devenu ultra agile, ultra complexe, grâce à ou à cause des systèmes de communication et des technologies qui sont utilisées. Donc je pense que le premier point, c'est ça, l'importance du joint fire et donc l'énorme niveau d'entraînement nécessaire. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on retire des canons César à l'armée française pour les donner, très bien, mais ça a un impact. Moi, je vois pas d'impact sur le nombre de canons et la puissance de feu à l'instant T.
Moi, quand j'entends parler de ça, je vois l'impact sur la RH, sur le maintien des compétences humaines de nos opérateurs. Et c'est ça qu'il faut vraiment bien intellectualiser. Nous sommes dans un monde où la guerre s'appuie sur la technologie, mais cette technologie nous permet de livrer une guerre extrêmement complexe qui n'est limitée d'une certaine manière que par les capacités d'entraînement et les capacités humaines des opérateurs. Et c'est ça qu'il faut protéger, ce savoir-faire qu'il faut jamais réduire et qu'il faut essayer après de redévelopper. Et c'est très dur de faire grossir une armée, de partager cette expérience. Ça prend beaucoup de temps. Un pilote de Rafale, toute mission, ça prend 10 ans à former. Donc si vous dites, tiens, il faut augmenter notre volume de pilotes de Rafale, et bien, si vous voulez que ça sache tout faire, voilà, on est parti, on lance ce chrono, il va falloir une dizaine d'années quand même. Donc l'idée c'est ça, ce John Fire. D'autres retours d'expérience? Oui, alors j'en ai d'autres, c'est le retour des systèmes solaires. Pendant des années, on s'est dit en Occident et surtout en France que les systèmes solaires, on allait faire des pénétrations basse altitude, que si au moment de tirer, on allait grimper, tirer et repartir et que ça serait pas facteur. Du coup, on a même abandonné notre armement SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, de suppression des capacités de défense aérienne adverse, qui est la première chose que les Américains ont livrée aux Ukrainiens avec l'AGM-88, qui vise des radars adverses pour les empêcher de désigner et de tirer sur les avions. Donc ça nous montre bien, qu'on avait tort, je pense. D'ailleurs, je crois qu'il y a une volonté maintenant de l'état-major de redévelopper des capacités SEAD. Donc on a perdu certaines capacités, il va falloir remonter là-dessus. La guerre du Vietnam, où les avions américains rentraient dans des espaces saturés en SAM et avaient d'énormes pertes, on en parle au-delà de l'Ukraine, plus de 10 000 aéronefs perdus, c'est pas fini en fait, c'est pas derrière nous. Oui, il y a les avions furtifs, mais je pense que les SAM ont été sous-estimés, et en France, on n'en a pas assez, donc il va falloir qu'on en reconstruise. Il y a des annonces qui ont été faites, mais c'est pas suffisant. Il faut être honnête, il faut pouvoir défendre tous ces points stratégiques, et également d'un point de vue tactique, ce n'est pas suffisant. Le matériel le plus cher et de plus haute technologie peut-il se retrouver en situation vulnérable? Alors David contre Goliath, tout à fait. Effectivement, on a eu des exemples avec des drones qui mettent hors d'état de combattre des aéronefs, avec un missile qui détruit un bateau. Donc le temps et l'investissement que vous mettez sur un programme d'armes et le coût de l'entretien de ce système n'est pas en rapport direct avec sa survivabilité au combat. Et un petit système disruptif peut vous faire perdre ce très gros moyen militaire. Donc un petit drone maritime peut sûrement détruire une frégate. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et il faut donc non seulement de la haute technologie, mais également de la masse pour pouvoir tenir. Parce qu'en France, regardez, on a 4 avions radars à WACS. Si les 4 sont détruits, on perd forcément d'un point de vue opérationnel. Pareil au niveau de nos bases d'avions de chasse. On a très peu de bases d'avions de chasse si elles sont attaquées. En amont d'un conflit, par exemple, on va perdre très très rapidement nos capacités. S'ils sont tous bien alignés, nos rafales sur le parking, c'est dangereux. Donc ça, c'est plein de choses comme ça, des retours d'expérience que l'on voit de l'Ukraine, où le matériel de très haute technologie va souvent être attaqué au moment où il est le plus vulnérable. Et pour des aéronefs, c'est souvent dans la base. On a vu que plus de 22% des pertes d'avions de chasse russes en 2022, c'est au sol. Ça, c'est un point très important. Un dernier point? Le dernier point, c'est l'importance du BDA, Battle Damage Assessment. En Occident, on a un très bon cycle qui a été amélioré grâce notamment à la Libye. Vous faites une frappe, vous regardez ce qui se passe, vous décidez de tirer, pas tirer. Et donc ça, on est très très bon là-dedans et très très bon dans le TST, Time Sensitive Targeting. On trouve une cible et rapidement on va la traiter. Ça, on voit clairement qu'au niveau des Russes, ça a été beaucoup plus problématique. C'est un de leurs talons d'Achille. Ça leur a posé des vrais problèmes. Et encore à l'heure actuelle, je crois qu'il est difficile pour eux de réussir à savoir si leurs frappes ont fonctionné ou pas. Et donc, l'importance du BDA, d'aller au résultat, je pense, est une leçon qui est peut-être pas si importante que ça parce qu'on en avait déjà conscience en Occident. Mais c'est pas parce qu'on le fait bien qu'il faut pas se rappeler régulièrement que c'est important, que c'est indispensable. Et ça, c'est un autre retour d'expérience qui est important. Les choses qui sont bien, les choses qu'on fait bien, il faut continuer à les faire, continuer à s'entraîner à les faire, sinon la génération d'après, peut-être qu'elle n'aura pas conscience de l'importance de ça et elle perdra en compétences sur ce sujet spécifique. Pourrais-tu nous parler de la dissuasion nucléaire et qu'est-ce que tu entends par la dissuasion en 3D? Oui, absolument. Alors, à l'heure actuelle, la France repose sur protection de la France repose sur la dissuasion nucléaire. Nous sommes la seule nation d'Europe continentale à avoir l'arme nucléaire. On a l'ASMP-A portée sur Rafale, on a les SNLE avec le M51.
et donc plusieurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à Laurent Fabius et les dividendes de la paix dans les années 90, on s'est mis à réduire notre format d'armée puisque notre intégrité en tant que nation ne pouvait être attaquée grâce à l'arme nucléaire et il n'y avait plus de bloc soviétique. C'est oublié un petit peu, et j'en parle dans le bouquin, c'est oublié un petit peu par exemple la guerre des Malouines, où une puissance nucléaire, membre de l'OTAN, l'Angleterre, s'est retrouvée seule à aller se battre contre les Argentins à l'autre bout du monde. Oui, parce que l'OTAN ne vous protégera pas si vous êtes envahi au niveau des Malouines. C'est dans le bouquin, on en reparle. Article 5, article 6, ils sont plus longs que ce qu'on croit, il y a des notions de géographie. Pour un pays comme la France, qui a des territoires un peu partout sur Terre, encore une fois une spécificité quand même pour un pays d'Europe continentale, ce qui montre bien que nous avons un agenda géopolitique et militaire qui est différent de ceux de nos voisins européens, ça c'est important, ça permet également de mieux comprendre les décisions politiques de notre président, eh bien ça a un impact. Et alors qu'on s'est enfermé sur une dissuasion en une dimension, la dissuasion nucléaire dans le bouquin, eh bien on développe un petit peu la nécessité de dissuasion conventionnelle et de dissuasion industrielle. Dissuasion conventionnelle qui aurait sûrement permis à l'Ukraine de ne pas se faire envahir, et dissuasion industrielle qui est automatiquement liée à une dissuasion conventionnelle parce que vous ne pouvez pas faire la guerre, vous ne pouvez pas tenir sur une guerre de haute intensité si votre industrie, si votre pays n'a pas des capacités de production pour tenir dans la durée. Parce que rapidement, une guerre de haute intensité, comme je disais sur le plateau de BFM Télé, après quelques jours de guerre seulement, eh bien, il faut tout de suite savoir si des pays passent en industrie, en production de guerre ou pas. Et là, on le voit que ça a été fait avec pas mal de retard. Mais à l'heure actuelle, il faut être franc, sans toutes les livraisons occidentales vers l'Ukraine, l'Ukraine ne pourrait pas tenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette dissuasion industrielle. Donc cette dissuasion, 3 dimensions, dissuasion nucléaire, ça, il n'y a pas de question, vous avez toujours existé. Dissuasion conventionnelle, comme ça, même, on va dire, des îles à l'autre bout du monde, les gens ne vont pas se dire, tiens, on va peut-être pouvoir aller les envahir, ils n'ont pas les moyens de venir les récupérer. Pensez aux Malouines, ça se joue à pas grand-chose que les Anglais n'aient plus le format d'armée nécessaire pour y aller. Ils devaient retirer du service des porte-aéronefs dans les mois qui suivent. Et ensuite, derrière, dissuasion industrielle. C'est bien d'avoir du conventionnel, mais il ne pourra tenir au combat que si vous avez l'industrie derrière. Et donc, c'est cette dissuasion en 3D qu'on développe au-delà de l'Ukraine, après vous avoir expliqué un petit peu, vous avoir donné les armes pour mieux comprendre ce qui se passe au sol, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la 3e dimension, comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de no-fly zone, comprendre quoi faire en cas de livraison d'avions, comprendre ce qui se passe entre les MiG-29 d'un côté et les Sukhoi 35 de l'autre. Bref, vous retrouverez tout ça dans le bouquin. Dans tous les cas, il y a de nombreuses autres leçons qu'on couvrira dans d'autres vidéos à venir. J'espère que ce petit format il vous a plu. Merci Laurence. Merci à Thé. À bientôt. Laurence, la voix de la communauté, qui anime également de plus en plus nos réseaux sociaux et qui va animer des petits concours sur Instagram. Je vous invite à aller sur notre page Insta parce que cette année, il va y avoir des vols à gagner. Des vrais vols, pas des faux vols, des vrais vols. Donc à très bientôt. Fly safe. Le bouquin, oui, le bouquin, on peut le retrouver sur debrief.org. Je vous le dédicace et on vous l'envoie. Ou sinon, eh bien, vous pouvez l'acheter directement, il arrive plus vite sur Amazon. Et maintenant, le site web, il fonctionne avec des envois partout dans le monde. Par contre, on envoie au début du mois à chaque fois les livres dédicacés. Ça prend un peu de temps à faire. Donc, on fait des envois aux alentours de la fin de la première semaine de chaque mois. Donc la prochaine envoi, ça sera sûrement début avril. Sinon, il y a Amazon d'ici là. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du bouquin et partagez les vidéos ou mettre un petit commentaire. Ça nous permet d'avoir du débriefing, du feedback. Et vous l'avez peut-être vu, on essaye d'améliorer vidéo après vidéo nos productions. On a pas mal de choses sympas qui arrivent avec des reconstitutions, notamment autour du F-35 dans les prochains jours. On va en reparler. Allez, fly safe.